Imaginons un instant une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars. Une vraie licorne, quoi. Ouais, le rêve ultime de la Silicon Valley. C'est ça. Mais maintenant, visualisons son siège social. C'est juste un simple bureau, un seul ordinateur et un seul et unique employé humain. Ah oui, le fameux solopreneur à 1 milliard. Exactement. Et tout le reste, du marketing à l'écriture du code, en passant par la logistique et même le service client, tout ça est géré par un essaim d'agents virtuels autonomes. Ça ressemble presque à de la science-fiction dystopique dit comme ça. Bah ouais, mais c'est une prédiction très sérieuse formulée récemment par plusieurs pontes de la tech, dont le fondateur d'OpenAI. C'est fou quand on y pense. Du coup, la grande question c'est comment une seule personne pourrait accomplir le travail d'une multinationale entière? Et c'est justement ce qui nous réunit aujourd'hui pour cette nouvelle exploration en profondeur. Tout à fait. Parce que d'habitude, le mythe de la start-up, c'est ce parcours du combattant où il faut lever des millions, recruter une armée de développeurs. Ouais, faire des nuées blanches à coder en mangeant des pizzas, quoi. Voilà, c'est le cliché parfait. Mais l'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de décortiquer les concepts de Jérôme Dron sur l'entrepreneuriat moderne. Et de comprendre vraiment la mécanique intime de cette révolution. Comment on passe d'une simple intuition, d'une idée sur un post-it, à une start-up totalement fonctionnelle grâce à l'intelligence artificielle. Et pour bien comprendre cette bascule, je pense qu'il faut d'abord évacuer un fantasme tenace. Lequel? Celui de la conscience artificielle. D'ailleurs, Luc Julia, le co-créateur de Siri, signe une préface super éclairante dans cette méthodologie où il recadre immédiatement le débat. Ah oui, j'ai vu ça. Il est assez catégorique là-dessus. Complètement. Il rappelle que l'intelligence artificielle, ça n'a rien d'une conscience magique. C'est pas une entité omnisciente à qui on donne les clés de la maison en espérant qu'elle génère du cash pendant qu'on dort. Ce serait trop beau. Grave. C'est avant tout un moteur statistique surpuissant. C'est un outil au service de ce qu'il nomme l'intelligence augmentée. En fait, c'est un peu la métaphore de l'exosquelette. L'armure te donne une force de levage surhumaine, tu peux soulever des tonnes, mais s'il n'y a personne à l'intérieur pour décider d'aller à gauche ou à droite... L'armure reste plantée au milieu de la pièce, ouais. C'est ça, elle sert à rien toute seule. C'est une excellente image. L'humain conserve toujours le monopole de l'impulsion et de la direction. La machine, elle est là pour compresser le temps d'exécution et amplifier la capacité d'analyse. D'accord. Et c'est justement cette compression du temps qui bouleverse la toute première étape de la création d'entreprise, à savoir l'idéation. Le fameux syndrome de la page blanche. Alors, décortiquons tout ça. Parce que trouver l'étincelle, c'est souvent ce qui paralyse ceux qui se lancent. La méthodologie propose de remplacer le brainstorming classique en solitaire par du brainwriting assisté par IA. Ouais, c'est un concept fascinant. Mais comment ça fonctionne mécaniquement? Enfin, je veux dire, comment une machine qui, au fond, ne fait que prédire le mot suivant, peut-elle générer une idée d'entreprise vraiment viable? Gurgiter des milliards de données qui couvrent à peu près tous les secteurs industriels, toutes les théories économiques, les tendances sociétales. Ils ont tout lu, en gros. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, quand un entrepreneur utilise la technique de l'équipe virtuelle, il ne demande pas simplement à l'IA de lui donner une idée au hasard. Et fait quoi alors? Il fragmente le modèle en lui assignant des rôles extrêmement précis. En fait, on lui injecte un prompt complexe du genre « agit simultanément comme un directeur marketing très agressif sur l'acquisition, un directeur financier ultra conservateur et un sociologue spécialisé dans les comportements de la génération Z ». Attends, donc on force littéralement l'algorithme à faire dialoguer ses propres jeux de données internes pour créer une sorte de friction artificielle. Précisément. L'IA va confronter une vague intuition de départ en croisant des perspectives qui, techniquement, ne cohabiteraient jamais dans un seul cerveau humain. C'est hyper malin. Ouais. Et elle génère des cartes mentales qui relient, par exemple, la biologie marine avec la logistique du dernier kilomètre. Des trucs qui n'ont rien à voir. Exactement. C'est ce qu'on appelle la découverte des angles morts. D'ailleurs, le cas d'école mentionné dans les concepts, le projet fictif Texly, illustre super bien ça. Ah oui, Texly, l'histoire de la création de contenu pour les artisans. C'est ça. L'idée d'une plateforme automatisée pour ces petites entreprises n'est pas née d'un éclair de génie en prenant sa douche, tu vois. C'est né d'une itération de prompt où l'IA a mis en évidence un vide entre le besoin de visibilité de ces boîtes et leur manque de temps chronique. D'accord, j'entends bien la mécanique, mais je me fais un peu l'avocat du diable. J'ai une vraie objection par rapport à cette délégation créative. Je t'écoute. Si on demande à une machine, dont la nature même est de calculer des probabilités moyennes à partir du passé, de concevoir une entreprise, c'est pas la garantie absolue d'obtenir des concepts profondément lisses. Tu veux dire un truc sans saveur? Ouais, une sorte de soupe tiède, standardisée, sans aucune âme, qui ressemble à tout ce qui existe déjà sur le marché. C'est une objection parfaitement légitime.
Et en vrai, si on se contente d'appuyer sur un bouton avec un prompt basique du style «Trouve-moi une idée de start-up», on obtiendra effectivement une moyenne statistique super ennuyeuse. Donc ça demande du travail. Complètement. C'est là que le paramétrage, ce qu'on appelle souvent la température du modèle pour régler sa créativité, et surtout, le rôle de l'humain entre en jeu. L'exosquelette, toujours. Voilà. L'IA, c'est une machine à volume. Elle agit comme un tamis géant qui déblaye des milliers d'options, y compris des trucs totalement absurdes ou à l'inverse, très audacieux. Mais elle n'a pas d'intuition. Non, elle n'a aucune conscience de la valeur émotionnelle d'une idée. Elle a la puissance brute, mais pas le discernement, en fait. C'est exactement ça. Le choix final, la capacité à regarder une proposition parmi 100 autres et à se dire «Ah, cette approche résonne avec une vraie douleur sociale, elle a une identité forte», ça reste un acte purement humain. L'intuition, ça s'automatise pas. Très bien. Admettons qu'on ait trouvé cette pépite, cette super idée qui a du sens. Il y a une règle impitoyable quand on se lance. Une idée brillante dans le vide, ça vaut 0. C'est clair. Le cimetière des startups est rempli d'inventions soi-disant géniales que personne n'a jamais voulu acheter. Exactement. Ce qui nous amène inévitablement à la confrontation avec la réalité du marché. On connaît tous l'importance cruciale de l'étude de marché, ce truc super rébarbatif, mais comment cette étape est-elle transformée par l'IA aujourd'hui? De manière radicale, grâce à ce qu'on nomme le deep research. C'est la recherche approfondie, automatisée. Ok, comment ça marche? Historiquement, un créateur devait passer des semaines à lire des études sectorielles hyper chères, à éplucher des avis clients un par un sur Internet, juste pour tenter de dégager une petite tendance. C'était un vrai travail de fourmi. Ouais, et en plus, c'était totalement soumis au biais de confirmation humain. On voyait ce qu'on voulait bien voir. C'est sûr. Aujourd'hui, avec les capacités de traitement sémantique des modèles de langage, le paradigme change du tout au tout. Pour filer une petite métaphore, c'est un peu comme passer d'une vieille boussole rouillée à un GPS ultra précis avec l'analyse du trafic en temps réel. J'aime beaucoup cette image. Ou même, tu vois, passer d'une vieille lampe de poche dans un immense entrepôt plongé dans le noir à l'allumage soudain de tous les néons du plafond. Ah ouais, d'un coup, on voit toute la structure, on voit où sont les murs. C'est ça. Techniquement, on ne demande plus à l'IA de chercher une information précise, on lui demande de traiter des masses de données brutes pour y déceler des motifs qui sont totalement invisibles à l'œil nu. Concrètement, ça donne quoi? Par exemple, on peut scraper, c'est-à-dire aspirer automatiquement 10 000 avis clients laissés sur les pages des 3 plus gros concurrents d'un secteur. 10 000 avis d'un coup, ok. Ouais. Et on injecte ces 10 000 plaintes ou louanges dans l'IA et on lui demande de catégoriser les points de friction récurrents. Mais là encore, je vais me faire l'avocat du diable. On a tous vu passer ces fameuses matrices SWOT, ou les analyses des 5 forces de Porter générées par ChatGPT qui ressemblent juste à de mauvaises fiches Wikipédia. Ah oui, le fameux «la menace des nouveaux entrants est forte». Voilà. Des généralités absolues. En quoi traiter 10 000 avis permet vraiment de trouver ce fameux océan bleu, cet espace vierge de concurrence? En fait, la qualité de l'analyse dépend entièrement du matériau brut qu'on fournit à la machine. Garbage in, garbage out, comme on dit. C'est ça. Si on demande à l'IA «fais-moi un SWOT du marché de la chaussure», elle va te recracher du Wikipédia générique. Logique. Mais si on lui donne les 10 000 avis réels, les vraies plaintes des gens, et qu'on lui dit «isole la fonctionnalité spécifique qui déclenche le plus de demandes de remboursement chez le leader du marché et propose-moi 3 modèles économiques pour résoudre ce problème précis-là», le résultat devient chirurgical. Ah oui, c'est hyper ciblé. L'océan bleu, il se trouve dans la faille du système concurrentiel. L'IA va peut-être identifier que les clients ne se plaignent pas de la chaussure en elle-même, mais du manque de flexibilité des retours. Et donc l'opportunité change complètement. Exactement. L'opportunité, c'est plus de créer une meilleure basket, c'est de créer un meilleur service de conciergerie inversé, par exemple. C'est un changement de perspective fascinant. Mais il y a un piège là-dedans, non? Une sorte de surconfiance technologique de la part de l'entrepreneur. Oh que oui. Le risque d'hallucination, c'est le danger numéro 1. L'IA qui invente des trucs. Voilà. L'architecture probabiliste de l'IA fait qu'elle cherche toujours à fournir une réponse plausible pour te satisfaire. Si elle n'a pas la donnée exacte, elle peut littéralement inventer un pont logique entre deux faits réels. Ou citer des sources totalement obsolètes. Ou interpréter une donnée de manière complètement biaisée.
Du coup, celui ou celle qui prend les résultats de son étude de marché IA pour une vérité d'évangile, sans jamais croiser les sources avec la réalité du terrain, Va droit dans le mur. et croire à la catastrophe, ouais. La responsabilité de la véracité des faits, c'est pas sous-traitable. C'est noté, l'esprit critique reste notre meilleur bouclier. Bon, avançons un peu dans notre parcours. On y va. Nous avons l'idée, on a validé grâce à l'étude qu'il existe une brèche sur le marché, maintenant il faut matérialiser tout ça. Et c'est là que les concepts abordés dans notre documentation deviennent particulièrement contre-intuitifs. Ah, la phase de lancement. Ouais. Pour quiconque s'intéresse à l'entrepreneuriat, on connaît bien la culture du Lean Startup et du fameux MVP, le produit minimum viable. Construire vite, tester, itérer. Exactement. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette méthodologie nous explique qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de construire techniquement ce MVP pour le tester. C'est la magie du no-code et de l'IA combinée. Le fameux fake it until you make it, faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, ça prend des proportions spectaculaires. Ah oui, là on touche au cœur de l'accélération. En fait, l'objectif d'un MVP, c'est pas de montrer un produit qui marche parfaitement d'un point de vue technique. C'est quoi alors? C'est juste de vérifier que des vrais humains sont prêts à sortir leur carte bancaire pour une promesse. Or, le développement technique, même basique, ça coûte cher et ça prend un temps fou. C'est clair. L'IA permet désormais de créer une façade d'entreprise ultra crédible en quelques heures à peine. Genre le logo, la landing page. Le logo, la charte graphique, le site web complet et même des rendus 3D hyper réalistes d'un produit qui n'existe absolument pas encore dans la vraie vie. C'est fou. Ce qui m'a vraiment marqué dans les sources de notre session, c'est cette anecdote sur la startup Redison. Ah oui, l'exemple parfait. C'est dingue. Le fondateur a réussi à générer 100 000 € de précommande pour des capteurs de batterie connectés, simplement en diffusant une petite vidéo promotionnelle. Sauf que la vidéo, elle montrait du vent, techniquement. Voilà. Au moment du tournage, ces fameux capteurs n'étaient que de purs éléments visuels, une illusion complète. Il n'y avait aucune technologie fonctionnelle derrière. Et les gens ont acheté la promesse. C'est stupéfiant de réaliser qu'il a pu financer toute sa production et valider son marché sur la base d'une simple projection visuelle assistée par la technologie. En fait, c'est un renversement total de la charge du risque financier. Tu valides la rentabilité avant même de payer la recherche et le développement. C'est le rêve de tout investisseur. Mais attention, pour réussir ce tour de force sans s'éparpiller, il faut interagir avec l'IA de manière très disciplinée. C'est-à-dire? C'est là qu'intervient le concept fondamental du prompt chaining ou l'enchaînement de requêtes en français. Justement, d'un point de vue mécanique, pourquoi cet enchaînement est-il si différent d'un long prompt super détaillé? Je veux dire, pourquoi on ne peut pas juste dire à la machine « Voici mon idée, crée le MVP, définis les fonctionnalités et donne-moi le plan d'action de A à Z ». Ça paraîtrait plus simple, c'est vrai, mais c'est une question de fenêtre de contexte et de capacité de traitement de l'algorithme. Il s'embrouille si on lui en demande trop. Exactement. Si on demande à un modèle linguistique de tout faire en même temps, son attention se dilue. Il va essayer de synthétiser une réponse globale et, inévitablement, il va survoler les détails cruciaux. Ce qui mène aux fameuses hallucinations ou à des trucs trop génériques. Voilà. Le prompt chaining, en revanche, ça consiste à agir comme un chef de projet extrêmement strict en séquençant les tâches une par une. On découpe l'éléphant en petits morceaux, quoi. Tout à fait. Étape 1, on lui demande de synthétiser le besoin du marché à partir de notre étude préalable. Ok, on valide cette première réponse. Ouais, et une fois validé, on passe à l'étape 2. Dans un tout nouveau prompt, on s'appuie sur le résultat précédent pour lui dire à partir de cette synthèse précise, isole uniquement les 3 fonctionnalités vitales de l'outil, celles sans lesquelles la promesse de vente s'effondre. Et ensuite, étape 3, j'imagine. Étape 3, évalue les ressources techniques nécessaires uniquement pour ces 3 points précis. Cette logique séquentielle force l'IA à concentrer toute sa puissance de calcul sur un seul nœud de décision à la fois. Ça garantit une profondeur d'analyse qu'on n'aurait jamais eue avec une grosse requête fourre-tout. Exactement. C'est de la rigueur architecturale. Et je suppose que cette même rigueur s'applique lorsqu'on doit trancher sur le fameux modèle économique. Parce que bon, entre vendre un abonnement mensuel, proposer un modèle freemium ou faire de la vente directe à l'acte, les implications pour la trésorerie de la boîte sont massives. Ah bah c'est le nerf de la guerre, hein. Comment l'IA s'y prend-elle pour jouer les directeurs financiers à ce stade? En croisant des données psychologiques et financières. On lui injecte les profils types, les fameux personas qu'on a construits lors de l'étude de marché, et on lui donne les contraintes de coût réels de notre entreprise. Elle digère tout ça? Oui, et elle va modéliser différents scénarios de croissance. Par exemple, si l'étude montre que notre cible, ce sont des étudiants avec des revenus hyper fluctuants, l'IA va te démontrer mathématiquement qu'un achat unique à prix fort bloquera la conversion.
Ils n'auront pas les moyens de sortir la somme d'un coup. C'est ça. Du coup, elle modélisera la rentabilité d'un micro-abonnement à la place. Et le plus fou, c'est qu'elle ne fait pas que conseiller, elle simule carrément les flux de trésorerie sur 12 mois selon le modèle choisi. C'est un copilote financier, en fait. Bon, donc, la machine a aidé à penser, à chercher, à concevoir et à tarifer. Le produit est lancé, les premières ventes arrivent sur le site. Champagne vin! Champagne, oui. La survie initiale est assurée. Mais, tout entrepreneur le sait, la phase la plus dangereuse, paradoxalement, elle arrive souvent juste après. La fameuse crise de croissance. Voilà. La croissance, le moment où la demande explose et où les petits processus artisanaux des débuts craquent de toutes parts. On entre de plein pied dans la notion de passage à l'échelle ou de scalabilité. Et c'est là que l'entreprise doit muter. Elle doit devenir une entité véritablement pilotée par les données, ce qu'on appelle être data-driven. C'est la phase de l'automatisation massive, si je comprends bien. Dès que le produit rencontre son public, l'objectif c'est de réduire au maximum la friction opérationnelle. Complètement. Et les exemples tirés de notre exploration sont juste saisissants. Quand on lit que la logistique d'Amazon a vu ses coûts de préparation réduits de 20% grâce aux algorithmes prédictifs, 20% sur l'échelle d'Amazon, c'est des milliards d'économies. intelligence artificielle nommée Coin. Ah oui, c'est le chiffre qui m'a le plus frappé dans toute la méthode. Le programme abat en quelques secondes un travail d'analyse de documents légaux qui, historiquement, prenait 360 000 heures humaines chaque année. 360 000 heures, Oui, des heures de travail de vrais avocats pulvérisées en un claquement de doigts. Mais techniquement, comment un algorithme peut-il lire et comprendre des subtilités juridiques aussi rapidement? Le droit, c'est hyper nuancé. c'est là qu'intervient le traitement du langage naturel, le fameux NLP, appliqué à une échelle purement industrielle. En fait, l'IA ne lit pas du tout comme nous. Elle fait quoi? Elle tokenise les mots. Elle les transforme en valeurs mathématiques et analyse leurs relations vectorielles. Elle a été entraînée sur des millions de contrats pour reconnaître la structure sémantique d'une clause complexe. Par exemple, une clause de force majeure. Exactement. Même si la formulation diffère totalement d'un contrat à l'autre, la machine en saisit le sens profond. Du coup, elle peut extraire instantanément les anomalies ou les risques cachés dans des dizaines de milliers de pages. C'est redoutable. Mais au-delà de la simple réduction des coûts, parce que c'est bien de faire des économies, ces outils permettent aussi de voir dans le futur, non? L'analyse prédictive. Ah bah c'est la véritable valeur ajoutée de la scalabilité par la donnée. Si on couple un outil de suivi des tendances un peu basique, comme Google Trends, avec une IA capable de faire de l'analyse linguistique de pointe, Sur des gros volumes, j'imagine. Oui. Sur des milliers de forums spécialisés ou des fils de discussion un peu obscurs sur Internet, eh bien, on peut détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. les petites tendances avant qu'elles n'explosent. Exactement. On peut voir émerger une micro-tendance des mois avant qu'elle ne devienne virale sur les grands réseaux sociaux. C'est l'équivalent d'avoir un radar ultra sensible qui repère une petite vague au large, bien avant qu'elle ne se transforme en tsunami sur la côte. Ça donne un avantage concurrentiel déloyal presque. Tout cela est intellectuellement très stimulant, évidemment, mais ça soulève une question presque existentielle. Et je pense que pour quiconque nous écoute, la question se pose en ce moment même. Laquelle? Si on automatise l'analyse de marché pour trouver la bonne idée, si on génère l'identité de la marque par IA, si on automatise le service client, l'analyse juridique, la logistique, il reste quoi véritablement à l'humain au centre de tout ça? C'est la grande angoisse, c'est sûr. Bah oui. Si la machine orchestre toute la mécanique de croissance, est-ce que l'entrepreneur n'est pas réduit à un simple spectateur de sa propre création, un mec qui regarde des tableaux de bord toute la journée? C'est vraiment la question centrale de l'impact social de ces nouvelles technos. Mais l'enjeu, c'est pas le remplacement pur et simple de l'humain. C'est la transition vers des métiers qu'on dit augmentés. D'accord. Mais concrètement, Ce que l'IA est fondamentalement incapable de générer, et ce qui reste le cœur nucléaire de toute entreprise, c'est la vision à long terme, l'empathie et surtout la création de liens véritables avec l'écosystème. le lien avec les clients, les partenaires, les fournisseurs. Oui, tout ça. La machine optimise la mécanique, elle gère le flux, mais c'est l'humain qui garantit le sens de la démarche et la confiance. Et la confiance, ça ne se code pas. Exactement. La confiance, c'est un capital irréplaçable. Tu peux déléguer sans aucun problème le traitement d'un fichier Excel géant de 100 000 lignes, mais tu délègues jamais l'ADN de ta marque, ni la gestion d'une crise éthique majeure. C'est sûr que face à un bad buzz, un algorithme va pas faire preuve de beaucoup d'empathie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la gouvernance des données est devenue la priorité absolue aujourd'hui. Le fameux garde-fou éthique et sécuritaire. Voilà.
Quand une entreprise entière repose sur des flux d'informations algorithmiques, la sécurité, c'est plus juste un détail technique géré par le service informatique au sous-sol, c'est une question de survie immédiate. C'est exactement ce que rappelle le cas très médiatisé de DeepSeek, qui est mentionné dans notre documentation. Ah oui, une faille massive de sécurité. Quand ton seul avantage concurrentiel repose sur un océan de données, la moindre petite brèche, et c'est tout le navire qui coule. Les fuites de données, c'est le talon d'Achille de ce modèle hyperconnecté. C'est d'ailleurs précisément pour encadrer cette puissance inédite et pour éviter des dérives incontrôlables qu'un cadre législatif comme l'AI Act européen a été mis en place. Un règlement qui est souvent critiqué d'ailleurs, non ? Perçu comme un frein à l'innovation. Souvent perçu à tort comme un frein, oui. En réalité, c'est un garde-fou indispensable. Ça oblige les entreprises à une transparence totale sur les algorithmes qu'elles utilisent et sur le respect strict de la vie privée. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données scrappées, par exemple. Non, fini le Far West. Bâtir une start-up ultra performante barrée à l'IA, ça n'a de sens que si l'architecture de données est totalement blindée, sécurisée et éthiquement alignée avec la loi. C'est la condition sine qua non pour une croissance pérenne. C'est vraiment une ligne de crête hyper fine à tenir entre d'un côté l'hyperaccélération permise par la technologie et de l'autre la rigueur implacable de la gouvernance humaine. C'est un exercice d'équilibriste. Si on devait cristalliser ce qu'on a exploré aujourd'hui, on pourrait conclure que l'intelligence artificielle est un catalyseur absolument sans précédent. Elle compresse l'espace et le temps nécessaire pour transformer une vague idée griffonnée sur un carnet en une structure viable, testée et scalable. Elle offre aux petites structures la même puissance de frappe analytique qui était, il y a encore 10 ans, le privilège exclusif des géants de l'industrie. C'est clair. Mais on l'a bien vu ensemble, que ce soit de l'art délicat de formuler un prompt séquentiel jusqu'à la gestion draconienne de la sécurité des données, cette machinerie exige un pilote humain toujours plus stratégique, vigilant et nuancé. Et pour moi, c'est là toute la beauté du modèle. La technologie démocratise vraiment l'accès à l'entrepreneuriat, elle fait sauter les verrous techniques et financiers de la phase de démarrage, mais en contrepartie, elle rehausse drastiquement les exigences en matière de discernement et de leadership. Ce qui nous ramène directement à cette vision vertigineuse qu'on évoquait tout au début de notre session, la fameuse licorne à 1 milliard de dollars opérée par une seule et unique personne. Le solopreneur ultime. Ouais, au vu de la vitesse à laquelle les agents autonomes s'améliorent pour coder, vendre, analyser et gérer des opérations hyper complexes, ce concept n'est vraiment plus une théorie farfelue. C'est sûrement déjà en train de se produire quelque part d'ailleurs. C'est très probable. Mais si un individu isolé peut peser le même poids économique et logistique qu'une multinationale traditionnelle de 10 000 employés, alors comment cela va-t-il redéfinir la notion même de collaboration ? Et de fiscalité, et de structure sociale même. Exactement. Allons-nous vers une économie de demain dominée par des méga-entreprises individuelles où l'humain n'est plus qu'un chef d'orchestre silencieux au milieu d'une symphonie de serveurs et de silicium ? C'est une question fascinante. C'est une piste de réflexion vertigineuse qui a de quoi laisser songeur quiconque s'intéresse à l'avenir du travail et de la création de valeur. Sur ce, merci pour cette analyse poussée. Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. À la prochaine pour une nouvelle plongée au cœur de l'innovation.